obligatoire pour un élève d'être pertinent, c'est de dire au moins un mot. Bon, alors, on va commencer le cours, si vous voulez bien. Alors, pour les élèves qui n'étaient pas là, on va faire juste un petit rappel vite fait du premier chapitre. Entre parenthèses, mercredi, vous avez un DS sur le chapitre 1. Vous ne révisez que le chapitre 1, mais vous ne révisez rien du tout. Ça veut dire que vous venez les mains dans les poches pour vous tester, vous, et puis ayez la fierté de dire « Moi, je n'ai pas révisé » et vous allez avoir une super note. Non, c'est pas une blague. Est-ce que d'habitude, vous passez au tableau, vous êtes capable... Écoutez-moi. Est-ce que vous passez au tableau habituellement, vous regardez les documents, vous êtes capable de les analyser, d'avoir une bonne note? Bon, ben là, ce sera pareil. Voilà, vous aurez... Calme. Vous aurez des documents, entre autres, il y aura une partie connaissance, bon, voilà, mais là, c'est facile. Et vous aurez des documents à analyser. C'est pareil. Si vous êtes capable de le faire en cours et vous avez jusque-là des super notes, entre 15 et 20, ben ça veut dire que le jour du DS, ça va être encore mieux parce que vous allez avoir 1 heure et non plus 20 minutes pour présenter un document. Donc ça veut dire que vous décrivez le document, vous en extrayez l'essentiel, après vous les reliez entre eux, vous me faites un beau texte et ce sera parfait. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de réviser puisque c'est votre intelligence naturelle qui va intervenir pour avoir une bonne note. Attends, priorité à la personne qui lève la main. Même si pour la partie de l'analyse de texte, je suis d'accord, si on n'a pas les connaissances pour pouvoir analyser. Alors si tu n'as pas les connaissances, tu es dans la démarche d'investigation en 8 étapes. À ce moment-là, tu proposes tes hypothèses, ta façon de raisonner, c'est ça qui va compter pour moi en fait. Ce n'est pas la justesse de ce que vous allez mettre, c'est le raisonnement. Voilà. C'est la façon dont tu vas présenter les choses. Tu connais la démarche d'investigation. Bon, en 8 étapes, bon, bah, tu as une situation motivante qui correspond à un document ou à un ensemble de documents. Tu en extrais l'essentiel, problématiques, les hypothèses, propositions d'activités que tu ferais. Et si l'activité est faite sous forme d'un document ou de ses résultats, bah, vous interprétez, vous en tirez l'essentiel. Et puis voilà, c'est ça un DS. Il n'y a pas besoin de réviser pendant des heures et des heures. Utilisez votre personnalité et ayez confiance en vous, en fait. Mais si tu as une mauvaise note, tu auras une mauvaise note. Mais qu'est-ce que ça peut faire d'avoir une mauvaise note? Tu as tellement de bonnes notes que ta mauvaise note noyée dans un nuage de bonnes notes, ça paraîtra inaperçu. L'année dernière, on avait eu 0,5, ils avaient eu quoi? Oui, mais l'an dernier, on était en 3e, là on est en seconde. Bon, bref. Non, là c'est COEF 3 le DS. Non, c'est physique et SVT. Physique et SVT. Bon, maintenant, alors, plus sérieusement, maintenant. Alors, maintenant, vous écoutez. Je vais vous faire la correction de ce que vous avez présenté la fois dernière. Il y a quelques doubles pages, donc vous écoutez bien. Soyez attentifs parce qu'il y a un fil directeur à suivre. Donc si vous n'êtes pas attentif, vous allez perdre ce fil et du coup, vous allez moins bien comprendre après. Alors, donc je corrige oralement et ensuite on va faire un texte par écrit. Alors, juste un petit rappel encore sur le chapitre 1. Comme j'avais dit au début, pour les élèves qui n'étaient pas là, alors le chapitre 1, on s'est situé dans l'univers, dans le système solaire, et on s'est aperçu que la vie n'existait que sur la Terre. Après, on a essayé de trouver pourquoi la vie n'existait que sur la Terre, parce que la Terre avait des singularités, c'est-à-dire des particularités qui faisaient que la vie n'a pu se développer que sur elle. Voilà, entre guillemets. Maintenant, dans le chapitre 2, on essaie de voir, on sait que la vie existe, et on essaie de voir quelle est la nature du vivant. C'est-à-dire, quelle structure on a, et quelle fonctionnalité on peut avoir aussi. Et là, on va déjà commencer par la double page qui est là,
on nous dit que la matière vivante, c'est une poussière d'étoiles. Alors, Raphaël, si je vous ai demandé de vous taire, il faut se taire. Voilà. Bon. Alors, la poussière d'étoiles, c'est quoi à votre avis? Alors, vous levez la main et je vous interroge. Mais ne parlez pas comme ça. Voilà. Oui? Alors non, ce n'est pas les cellules. Bien, la poussière, alors je vous le dis parce que quand on corrige, oui. Voilà, la poussière d'étoiles, en fait, c'est tous les éléments chimiques que vous pouvez retrouver dans l'univers. Et tous ces éléments chimiques sont répartis dans une classification qu'on appelle la classification de Mendeleïev, qui est représentée ici. Et vous voyez, et dans la matière, que ce soit la matière inerte ou la matière vivante, on retrouve une certaine quantité de ces éléments chimiques dans la matière vivante ou inerte. Voilà. Donc, ce qui compte dans cette double page, c'est de comprendre quels éléments chimiques on va retrouver dans l'inerte ou dans le vivant. En fait. L'essentiel qu'il fallait extraire, c'était de voir que dans la matière inerte, il y a beaucoup de quoi? D'oxygène. Oxygène. Et dans la matière vivante, il y a beaucoup d'oxygène aussi, mais la différence entre les deux, c'est que dans la matière inerte, il y a beaucoup de... Non, dans la matière inerte, il y a beaucoup de silicium, et dans la matière vivante, à la place du silicium, il y a beaucoup de carbone et d'hydrogène. Oui, il y aura un petit peu de calcium aussi, mais... Donc voilà, je répète, la différence entre les deux, soyez attentifs. La différence entre les deux, matière inerte, oxygène, silicium, matière vivante, oxygène, carbone. Ça veut dire que dans la matière vivante, il y aura beaucoup de carbone, entre autres, et que la chimie du carbone, c'est ce qu'on appelle, nous, en chimie, la chimie organique. Tout ce qui est chimie organique, c'est tout ce qui va concerner l'étude des molécules qui contiennent du carbone, ou le carbone pour lui-même, éventuellement. Alors, donc là, on a généralisé ici. On s'est dit, bon, dans la classification de Mendeleïev, on s'aperçoit que dans la matière inerte, il y a beaucoup d'oxygène, beaucoup de silicium, et dans la matière vivante, il y a beaucoup d'oxygène et beaucoup de carbone et d'hydrogène. Ça, c'est dans la généralité, en général, sur l'ensemble de la Terre. Et là, on a pris l'exemple au niveau de la croûte terrestre. Voilà. Mais maintenant, si on prend un exemple local, on est situé ici et ici. Alors d'abord, exemple local. Alors, exemple local. Oui. Exemple local, ici, au niveau d'une roche. Alors, on regarde ce que c'est comme roche. Alors, si vous avez les connaissances, vous repérez tout de suite un basalte. Si vous ne savez pas, vous lisez ici, puis vous voyez que c'est du basalte, c'est-à-dire une roche volcanique. Et dans cette roche, il y a des cristaux. Alors, il y a un nom spécial. Comme les cristaux sont verts, là, ici, on repère, on sait que ce sont des cristaux d'olivine. Alors, si vous le savez, vous le dites. Si vous ne savez pas, vous lisez, puis vous voyez que c'est bien marqué que ce sont des cristaux d'olivine. Hugo et Alice. Alors, donc si on prend un petit morceau de ce cristal, on regarde au microscope, donc très précis, électronique, etc., on regarde la structure et on s'aperçoit que la structure, elle est comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a une organisation très rigide, en fait, très fine, atomique, en fait, entre l'oxygène, le silicium et le carbone, et le magnésium. D'accord? Donc là, un cristal est une structure inerte, très très bien organisée. Donc il contient beaucoup. Alors regardez, oxygène, ça rejoint ce qu'on a vu dans le tableau de Mendeleïev. Silicium, pareil. Et magnésium, bon là c'est un petit peu moins, mais il y en a quand même un petit peu. Mais bon, il y a beaucoup surtout d'oxygène et de silicium. Donc ça veut dire que si on regarde la généralité sur Terre, on retrouve beaucoup de ces deux éléments. Et si on regarde au niveau local, en prenant l'exemple d'une roche, on s'aperçoit que c'est pareil. Il y a beaucoup d'oxygène, beaucoup de silicium. Puis après, d'autres atomes en parallèle. Il ne faut pas oublier que là, on a de l'olivine, mais qu'il existe d'autres cristaux aussi.
qui ne sont pas forcément de l'olivine. Et dans ces autres cristaux, on peut faire l'hypothèse qu'il y aurait aussi beaucoup d'oxygène, beaucoup de silicium, mais avec d'autres éléments de la poussière d'étoiles intégrés dans cette roche et donc dans ce cristal éventuel. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple local pour la matière inerte. Maintenant, si on prend, donc la généralité ici, mais si on prend l'exemple local de la matière vivante, alors on prend ce qui est logique, c'est la cellule. Pourquoi? Parce que la cellule, c'est l'unité du vivant. C'est la plus petite unité possible qui soit vivante, donc qui ait une structure et une fonction à l'intérieur. Alors la fonction, on verra ça un petit peu plus tard. En tout cas, la structure, au niveau de la structure, c'est-à-dire de quoi est constituée la cellule. On regarde, on se dit, tout à l'heure, si on regarde en général le vivant, on a beaucoup d'oxygène, beaucoup de carbone, beaucoup d'hydrogène. Est-ce que c'est vrai pour la cellule? On regarde la structure qui est là, oxygène, carbone, hydrogène, ça marche. Ça veut dire qu'au niveau local, on a aussi la matière vivante très très bien organisée, puisqu'elle est vivante, mais alors peut-être moins bien rangée que les cristaux. En tout cas, les molécules sont moins rangées, mais en tout cas, c'est bien organisé. Bon, on verra pourquoi un petit peu plus tard. Mais en tout cas, dans la structure en elle-même, on retrouve les trois éléments que l'on a vus ici. Donc, vous voyez? Donc, lorsque vous expliquez un document, il ne faut pas vous situer au niveau du document. Il faut relier ce document avec le reste. Et puis relier le document avec les autres doubles pages aussi. Et c'est toute la différence entre un élève qui va avoir 15, qui ne se sera occupé que de son document sans trop relier avec le reste, et un élève qui aura 20, qui aura relié avec tout l'ensemble. Voilà. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc si on résumait cette double page, on dirait simplement que on essaie de nous faire comprendre la différence atomique en fait entre l'inerte et le vivant. Et cette différence, c'est quoi? Eh bien, dans l'inerte, beaucoup d'oxygène, beaucoup de silicium. Et dans le vivant, beaucoup d'oxygène aussi, et beaucoup de carbone et d'hydrogène. C'est tout ce qu'il y avait à retenir de cette double page. Et évidemment, il fallait l'expliquer, ça. Il fallait amener à cette conclusion. Alors maintenant, on se dit, ok, d'accord. On a beaucoup d'oxygène, beaucoup de silicium. Maintenant, si on prend, est-ce que je suis capable de mettre un atome d'oxygène sur la paillasse, en imaginant que ce soit assez gros? Eh bien non, parce que les atomes ne sont pas isolés. Ils sont toujours par deux ou beaucoup plus, unis entre eux sous forme de liaison. Alors on se dit, en partant de ce principe-là, je ne peux pas trouver d'atomes isolés. Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que les atomes vont être regroupés dans des molécules. Et maintenant, la problématique qu'on peut se poser avant d'aborder le document suivant, c'est de se dire comment, dans la matière vivante, sont organisés les atomes. Donc là, je bascule sur la double page après, que vous aviez à présenter la semaine dernière. Et là, vous vous apercevez que, regardez bien, carbone, oxygène, hydrogène, carbone, oxygène, hydrogène, carbone, oxygène, hydrogène. Tout ce qui est en gris, carbone, vous voyez, il y en a beaucoup. Tout ce qui est en rouge, oxygène, il y en a beaucoup. Et tout ce qui est en blanc, les hydrogènes. Donc ça veut dire que ces trois atomes, c'est-à-dire ces trois atomes tirés de la poussière d'étoiles, ces trois atomes sont retrouvés dans des molécules. Une molécule, c'est un ensemble d'atomes reliés entre eux. Donc sont retrouvés dans des molécules, une, deux, trois types de molécules, les glucines, les lipides et les protéines. Donc ça veut dire que la matière vivante, elle est constituée de GPL, glucines, lipides, protéines. Vous comprenez ça? C'est la structure du vivant, en fait, où les atomes ne sont pas isolés. C'est impossible d'isoler un atome. Pourquoi? Parce que vous verrez ça en chimie. Il y a une structure électronique autour et il faut que chaque atome acquiert la structure du gaz rare le plus proche, en fait, au niveau du tableau de Mendeleïev. Donc pour ça, il faut que les atomes soient reliés à plusieurs. S'il y en a un qui n'a pas assez d'électrons dans son nuage électronique, il faut qu'il en acquiert de la part d'un autre atome, de manière à former une liaison stable. Ça veut dire qu'il y a un partage électronique. En fait.
Et ce sont ces partages électroniques entre les atomes qui créent des liaisons, en fait, qu'on appelle des liaisons fortes ou faibles ou covalentes, etc. Bref. Donc si on résume, 3 types de molécules, glucides, lipides, protides dans le vivant. C'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre ici. Après, à quoi sert cette page-là? Ça sert à nous montrer que quoi? Que lorsque l'on chauffe de la matière vivante, on a de la vapeur d'eau qui s'échappe, en fait, et qui va se condenser sur le bord du tube. Donc ça veut dire que la matière vivante, admettons un muscle, est constituée d'eau. Et si on continue à chauffer, on continue, on s'aperçoit qu'il y a du noir sur le tube là, et ce noir, c'est du carbone. Donc là, on a mis en évidence le fait que dans la matière vivante, il y a de l'eau et il y a du carbone. Et ça, le carbone, en fait, ça confirme ce qu'on a vu ici, c'est-à-dire qu'au niveau des GPL, il y a beaucoup de carbone. Donc si on brûle tout, il n'y aura plus que du carbone. L'oxygène va s'enlever, voilà, va s'évaporer sous forme d'eau, H2O, hydrogène, eau. Et H2O, c'est hydrogène, et O, c'est-à-dire oxygène. Donc H2O, l'eau va partir, et si on continue à brûler, en fait, il reste que du carbone. C'est la matière noire. Si vous avez un feu de cheminée, vous savez très bien qu'à un moment donné, vous pouvez avoir de la braise, alors qui est rouge, mais si on la refroidit, cette braise, elle devient noire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de chaleur. Et ce noir, eh bien, c'est du carbone pur, enfin, relativement pur. Donc ça veut dire que ce charbon, dans un feu de cheminée, conforte le fait que le bois, c'est-à-dire une matière vivante végétale, est bien constitué, entre autres, de carbone. Et bien là, vous l'avez mis en évidence en brûlant un muscle. Le muscle, c'est aussi constitué de carbone. Ça veut dire que si vous mettez un muscle dans le foyer à la place d'une bûche, vous brûlez ce muscle, ça fera du carbone aussi. Alors, le document qui est là, c'est simplement pour vous montrer que dans un aliment, par exemple, dans de la matière vivante, végétale, il y a de l'eau. Simplement, on fait chauffer ça et on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps, eh bien, la matière, elle devient sèche. Ça veut dire que l'eau s'évapore, elle s'en va, et quand il n'y a plus d'eau, ça donne une matière sèche, cassante éventuellement, en tout cas déshydratée. Donc ça, c'est une expérience pour conforter le fait que dans la matière vivante, il y a de l'eau, qu'on a mis en évidence un petit peu plus. Donc si on résumait cette double page-là, avec la double page avant, poussière d'étoile, les atomes de la matière vivante, carbone, alors oxygène, carbone, hydrogène, organisés sous forme de glucides, lipides, protéines, mais en plus la matière vivante contient de l'eau. C'est bon? Oui? La poussière d'étoile, ce sont tous les atomes que nous, sur Terre, on a regroupés dans un tableau appelé le tableau périodique de la classification de Mendeleïev, en gros. Donc si tu prends ce tableau, tu trouves un atome sur Terre, tu le ranges. Tu en trouves un autre, tu le ranges. Et puis tu éparpilles tout ça dans l'univers, ça te donne de la poussière d'étoile. Mais la poussière d'étoile, ce n'est pas de la poussière comme nous on voit sur Terre des fois, ce sont des atomes. Voilà. Ça veut dire que nous, notre Terre, s'est constituée à partir de cette poussière d'étoiles. Lorsque le système solaire s'est formé il y a 4,5 milliards d'années. Voilà. Et la poussière d'étoiles s'est constituée il y a 15 milliards d'années, lorsque l'univers a commencé à se former, à partir du fameux Big Bang, là où la matière a commencé à se créer, etc. Bon, bref. Alors, donc là, on a vu 2 doubles pages. Maintenant, si on regarde la page suivante, mais si on voulait faire une transition avec la page suivante, ce serait quoi? Parce que la semaine dernière, vous avez présenté. Donc ceux qui ont présenté la page d'après, c'est pour vous montrer quoi? Vous avez oublié? Parce que là, on pourrait se poser, là, à partir de la double page qui est là, on sait que c'est GPL, de l'eau, pour la matière vivante, mais qu'est-ce qui nous permet de... Enfin, est-ce qu'on pourrait sortir une petite problématique pour passer à la page suivante? La transition entre la double page suivante. Alors, si vous avez oublié, voilà la double page suivante, c'est quoi? C'est ça. Et ce ça, c'est quoi? Eh bien, on a toujours
Alors là, on nous présente que le monde vivant, on oublie un petit peu le monde inerte. Et dans la première page, on nous présente le côté humain, donc c'est-à-dire la matière vivante humaine. Et dans l'autre page, on nous présente le côté végétal, c'est-à-dire la matière vivante végétale. Et la comparaison des deux va nous permettre de répondre à la petite problématique. Est-ce que la matière vivante humaine, admettons, est constituée de la même façon qu'une matière vivante végétale, en fait? Autrement dit, est-ce qu'on peut relier l'humain, c'est-à-dire l'animal en général, et le végétal au niveau atomique, au niveau des molécules? Est-ce qu'on peut dire que c'est la même unité structurale? Pas fonctionnelle, mais structurale. On verra que même la fonctionnelle, après, il y a des liens aussi. Mais bon, ça on en reparlera. Alors maintenant, si on étudie la première page qui est là, on s'aperçoit, bon, il y a une jeune fille qui est là, qui nous présente un corps humain. Alors le corps humain, si on regarde de loin, on voit un corps humain. Si on dézoome, on voit des organes. Et si on dézoome encore, on voit des cellules. Et là, si on dézoome, oui, si on zoome, oui, vous avez raison. Oui, d'accord. Okay. Donc je répète. Donc je regarde au niveau global. Voilà, je vois un humain. Je zoome. Ça veut dire que je rapproche en fait. D'accord, ok. Donc je zoome. Donc je vois un organe. Je zoome encore. Je vois des cellules. Et là, je reviens sur ce que j'ai vu avant. C'est que l'unité cellulaire, enfin l'unité structurale et fonctionnelle, enfin la plus petite unité structurale et fonctionnelle du vivant, c'est bien la cellule. Donc ça paraît logique de dire, je vais regarder au niveau des cellules quelle est la constitution de la matière. C'est-à-dire quelles molécules et donc quels atomes exacts vont constituer l'humain, et on fera pareil pour le végétal après. Et est-ce qu'il y aura une différence entre les deux ou pas? Pour l'instant, on n'en sait rien, mais on regarde. Alors, si on prend le corps humain entier, on a un ensemble d'organes, donc il nous crée un système vivant qui est un humain, ou un animal. Hein, bon. Et après, si on prend un exemple d'organe, par exemple le foie, on fait, donc à l'aide d'un protocole expérimental, qu'il ne faut pas lire les protocoles, entre parenthèses, hein, on fait un protocole expérimental, puis on s'aperçoit, enfin on peut mettre en évidence des cellules. En fait. On peut les observer au microscope électronique. Non, pas électronique, au microscope optique ici. C'est-à-dire le microscope banal que vous avez ici. Donc là, vous voyez, par exemple, une cellule. Là, il y en a une autre, etc. Donc ça veut dire que dans le foie, il y a des cellules. L'ensemble des cellules du foie et de leurs fonctions vont vous créer le foie avec sa fonction précise, entre guillemets. Et maintenant, si on regarde, on reprend une cellule un petit peu plus spéciale du foie, bon, peu importe le nom, bref, on appelle ça une cellule hépatique, en fait. On regarde un petit peu plus en détail, à l'intérieur de la cellule, on s'aperçoit qu'il y a ça. Et ce ça, c'est quoi? Ce sont des molécules de glycogène. Le glycogène, chez l'humain ou l'animal, c'est l'équivalent de l'amidon dans le monde végétal. Si vous prenez un grain de riz, c'est constitué d'amidon. Si vous prenez un petit bout d'humain au niveau du foie, admettons ici, on appelle ça du glycogène. En fait, glycogène et amidon sont deux molécules de réserve du glucose. Alors, on verra un petit peu plus tard. Le glucose, il est utilisé avec l'oxygène pour produire de l'énergie. C'est ce qu'on appelle la respiration cellulaire. Hein, on le verra le cours d'après. Hein. Donc nous, ce qu'il nous faut dans notre organisme, on veut du glucose. On veut l'utiliser pour produire de l'énergie, c'est-à-dire pour vivre. Donc chaque cellule d'un corps doit avoir du glucose, doit avoir de l'oxygène. Et à ce moment-là, la respiration cellulaire est possible, la production d'énergie est possible, donc la vie de la cellule est possible. Et si l'ensemble de vos cellules sont capables de produire de l'énergie, ça veut dire que votre corps entier va fonctionner et vous allez pouvoir vivre. Alors là, on regarde, dans le foie, on s'aperçoit que dans ces cellules hépatiques, il y a quoi? Il y a du glycogène. Et le glycogène, c'est quoi? C'est une réserve de glucose. Donc ça veut dire que s'il vous manque du glucose dans le corps,
Eh bien, le glycogène du foie va libérer un petit peu de ce glucose qui va passer dans le sang, qui va aller vers vos cellules qui en ont besoin, et à ce moment-là, vous pourrez produire de l'énergie. Donc ça veut dire que si on prend l'exemple du foie, il y a des cellules, voilà, plus petite unité du vivant, et dans le foie, dans la cellule elle-même, c'est-à-dire dans le cytoplasme, il y a du glycogène. Et si vous regardez les couleurs, gris, rouge, blanc, il y a beaucoup de carbone, beaucoup d'oxygène et beaucoup d'hydrogène. Donc on retrouve ce qu'on a vu avant, l'unité atomique du vivant constituée par ces trois éléments. Maintenant, on se pose la question. Oui ? Pourquoi on a plus de physique que d'SVT ? Ah ben j'en sais rien, écoute, ça s'arrête. Là, pour l'instant, on fait ça, puis on verra après. Parce que là tu es complètement hors sujet, là. Non, mais suivez le fil, hein, parce qu'autrement, vous allez perdre le fil. Et voilà. Alors, vous avez... C'est perdu le fil ? Ah ben non, hein. Ah, c'est pour ça. Ah, il faut être attentif, hein, si vous n'êtes pas attentif. Parce que moi, je m'arrête pas. Je corrige, je m'arrête pas, là. Tu vois ? La fois dernière, c'est vous qui avez fait, je vous ai laissé, mais là, c'est moi qui corrige. En discussion avec vous, si vous avez des questions en parallèle, évidemment, vous les posez. Alors maintenant, Hugo, Alice. Alors maintenant, on se pose donc on a compris pour le vivant, ici. Maintenant, on se pose la question, pour le végétal, est-ce qu'il y a une différence au niveau des molécules, etc. Bon, alors on prend quoi ? Tout comme tout à l'heure, on avait pris un humain. Là, on prend une plante. On s'approche un petit peu, on zoome un petit peu, et puis on regarde au microscope, on s'aperçoit qu'il y a aussi des cellules. Donc ça veut dire, bon là on voit bien il y a une membrane, il y a un cytoplasme à l'intérieur, puis là on repère un noyau. Bon, la fonction du noyau, on verra ça plus tard. Et là pour l'instant, on s'aperçoit que si on prend un petit morceau ici, on trouve des molécules qui ressemblent à ça. Donc ça, les structures qui sont là, on verra un petit peu plus loin dans les documents. Ce sont des chloroplastes, et dans ces chloroplastes, il y a des molécules que l'on appelle chlorophylles. Et quelle est la fonction de la chlorophylle ? Eh bien, c'est c'est faire la photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est quoi ? Eh bien, c'est simplement la production de la part d'un végétal, vert, la production de matière organique sous forme de glucides, lipides, protéines, avec en parallèle libération de dioxygène que nous, on va pouvoir utiliser pour la respiration cellulaire. Autrement dit, la photosynthèse et la respiration cellulaire permet à l'ensemble du monde vivant de fonctionner, de vivre en fait. Voilà, que ce soit la photosynthèse a lieu que chez les végétaux, pas chez les animaux. La respiration cellulaire a lieu chez les animaux et chez les végétaux aussi. Voilà, vous voyez la différence entre les deux. Hein. Et là, si vous regardez les couleurs de la chlorophylle, les couleurs des atomes, ici, on retrouve bien du gris, du rouge et du blanc. Ça veut dire qu'il y a bien aussi beaucoup de carbone, beaucoup d'oxygène et beaucoup d'hydrogène. Autrement dit, la matière d'une cellule ici et la matière d'une cellule ici, au niveau atomique, ça se rejoint, mais la fonction de la chlorophylle n'est pas la même que la fonction du glycogène. On a des fonctions différentes. Alors, on a des structures différentes au niveau moléculaire et on a des fonctions différentes. Donc là, si on résumait la double page, eh bien, c'est que dans les deux cas, l'unité cellulaire du vivant, c'est bien la cellule, par exemple la cellule du foie, la cellule d'une plante, donc là, c'est une plante, peu importe laquelle, c'est une plante verte en tout cas. Donc voilà, la différence entre les deux. Donc là, si on refait un petit bilan, première double page, on a vu que le vivant est constitué d'atomes, essentiellement d'oxygène, de carbone, hydrogène. C'est dans la double page d'après. Ces éléments chimiques sont rassemblés sous forme de molécules, glucides, lipides, protéines, et on est constitué d'eau aussi. On a de l'eau aussi. Et dans cette troisième double page, on s'aperçoit que dans nos cellules, qui sont des unités vivantes, structurales et fonctionnelles, on a des molécules différentes
et qui vont assumer des fonctions différentes. Alors, si on regarde la page d'après, on s'aperçoit qu'on a deux types de choses. On a deux types de cellules, là. On a des levures et on a des eugènes. Alors, je ne vais pas vous en parler, je vais juste vous dire l'essentiel, mais je ne vais pas vous en parler parce qu'on va l'étudier la fois d'après, en fait. Ça va faire partie d'un TP. Donc, je ne peux pas trop vous expliquer ça. Mais simplement pour vous dire que dans les deux cas, il y a des cellules. Alors là, c'est une levure, c'est un champignon microscopique. Et cette levure est capable de fonctionner, c'est-à-dire de vivre. Elle est capable de produire de l'énergie, c'est-à-dire d'utiliser du glucose avec le dioxygène, donc pour produire de l'énergie, avec deux déchets. Bon, un déchet qui est le dioxyde de carbone, plus libération d'eau. Voilà. Et ces molécules, ces cellules qui sont là, qu'on appelle des eugènes, c'est du côté végétal, c'est pareil, elles sont capables de produire de l'énergie de la même façon, c'est-à-dire utilisation de glucose, d'oxygène, mais aussi elles sont capables de faire la photosynthèse, c'est-à-dire de produire leur propre matière organique sans aide de personne, juste avec des sels minéraux, de l'eau, un rayonnement solaire, entre autres. Et puis voilà. Mais ça, je répète, je ne vous en parle pas trop. Alors, si on bascule sur la double page suivante, eh bien, simplement pour vous dire qu'il y a deux types d'organites ici. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, la photosynthèse existe chez les plantes. La respiration cellulaire, Hugo, la respiration cellulaire existe chez les plantes et chez les animaux. Eh bien, les organites qui sont responsables de la respiration cellulaire, ce sont les mitochondries. Ça veut dire que dans une cellule, vous allez avoir la membrane, le cytoplasme, le noyau, et dans le cytoplasme, vous allez avoir de petites choses qu'on appelle des organites. C'est-à-dire, les organites, ce sont des petites choses qui ont une fonction spéciale, qui ont une structure et une fonction. Et cette fonction-là, c'est la fonction de respiration cellulaire. Bon, on en parlera un petit peu plus tard. Et chez les plantes, je vous ai dit, il y a donc, toujours une membrane, un cytoplasme, un noyau, mais il y a en plus des mitochondries, il y a des petites structures que l'on appelle des chloroplastes. Et c'est au niveau des chloroplastes, qu'on a grossi ici, que la photosynthèse est possible. Donc vous voyez, la photosynthèse, production de matière organique pour les plantes elles-mêmes, elles peuvent vivre, libération d'oxygène, dioxygène plus glucose chez les animaux, respiration cellulaire. Vous avez compris, hein? Donc si vous aviez compris ça, en fait, l'ensemble des doubles pages, vous auriez eu une super note. Mais là, comme vous analysez que les documents pour eux-mêmes, vous ne pouvez pas aller en dessous, vous ne pouvez pas aller au-dessus de 15. Vous voyez, vous analysez bien, ce que vous faites, c'est bien. Mais il faut aller au-delà de l'étude de chaque document. Il faut les relier entre eux, en fait. Et à ce moment-là, ça vous permet de comprendre de grandes choses. Et ça vous permet de rehausser vos notes. Vous avez compris le principe, hein? C'est pour ça que lorsque vous passez au tableau, il ne faut pas vous contenter de votre petit document. Il faut aller au-delà. Voilà. Et c'est ça qui permet d'avoir un super niveau en fin d'année scolaire. Donc voilà. Alors, la correction orale est terminée. Maintenant, on va passer à la correction écrite. Alors, c'est parti. Correction écrite, vous marquez. Alors, par contre, il faut écrire assez rapidement. Vous écrivez rapidement. Alors, on est toujours dans le chapitre 2, la nature du vivant. Allez, c'est parti. Je répète, vous écrivez vite, hein. Et ne me dites pas, répétez, monsieur. Je vais répéter 2-3 fois à peu près, mais après la troisième fois, je ne répète plus, hein. Alors, tous les êtres vivants sont constitués d'éléments chimiques issus de la Terre.
tous les êtres vivants sont constitués d'éléments chimiques issus de la Terre. Deux points, eau et matière organique. Tous les êtres vivants sont constitués d'éléments chimiques issus de la Terre. Deux points, eau et matière organique. Eau et matière organique. Entre parenthèses, grand G, grand P, grand L. Alors vous vous souvenez que ça veut dire glucides, protides, lipides. Pour ceux qui ont peur d'oublier, vous le marquez. Alors, point à la ligne. Cette unité chimique du vivant, cette unité chimique du vivant, cette unité chimique du vivant, commune à tous les êtres vivants, cette unité chimique du vivant, commune à tous les êtres vivants, est un premier indice de leur parenté. Commune à tous les êtres vivants est un premier indice de leur parenté. Cette unité chimique du vivant, commune à tous les êtres vivants, est un premier indice de leur parenté. Alors, souvent, les élèves ont du mal à comprendre ce que ça veut dire unité chimique. L'unité chimique, c'est simplement pour dire... Chut, l'unité chimique, c'est pour dire qu'on a les mêmes atomes et les mêmes molécules. En gros, quoi. Enfin, la même constitution des molécules. Alors, point, vous sautez une ligne. Ces molécules du vivant s'assemblent et réagissent entre elles. Ces molécules du vivant s'assemblent et réagissent entre elles. Ces molécules du vivant s'assemblent et réagissent entre elles, virgule. Ce qui permet à un être vivant de posséder des niveaux d'organisation visibles à différentes échelles, ce qui permet à un être vivant de posséder des niveaux d'organisation visibles à différentes échelles, ce qui permet à un être vivant de posséder des niveaux d'organisation visibles à différentes échelles. Deux points. Les organes, eux-mêmes formés de cellules. Donc deux points. Les organes, eux-mêmes formés de cellules contenant des molécules. Des organes eux-mêmes formés de cellules contenant des molécules nécessaires à son organisation, enfin à leur organisation, non, à son organisation, c'est pareil, contenant des molécules nécessaires à son organisation, parce qu'on parle de l'être vivant là en fait, nécessaires à son organisation, virgule, et aussi des organites donc des organes eux-mêmes formés de cellules contenant des molécules
nécessaires à son organisation. Donc là, on parle de l'organisation de l'être vivant, virgule, et aussi des organites, entre parenthèses. Alors pour l'orthographe, vous regardez votre livre, mitochondrie. Alors on écrit mitochondrie, mais on prononce mitochondrie. Et aussi des organites, entre parenthèses, mitochondrie, virgule, chloroplaste chez les végétaux, et aussi des organites, entre parenthèses, mitochondrie, virgule, chloroplaste chez les végétaux, virgule, noyau. Fermez la parenthèse. Point à la ligne. Cette unité cellulaire structurale commune à tous les êtres vivants, est un second indice de leur parenté. Cette unité cellulaire structurale, commune à tous les êtres vivants, est un second indice de leur parenté. Point, vous sautez une ligne. De nombreuses réactions chimiques se déroulent dans une cellule. De nombreuses réactions chimiques se déroulent dans une cellule. Deux points, c'est ce que l'on appelle le métabolisme. Alors ça, vous ne l'avez pas vu encore, hein, c'est ce qu'on va voir à partir du cours suivant. De nombreuses réactions chimiques se déroulent dans une cellule. Deux points, c'est ce que l'on appelle le métabolisme. Point. Il représente le côté fonctionnel d'une cellule. C'est ce que l'on appelle le métabolisme. Point. Il représente le côté fonctionnel d'une cellule. Il représente le côté fonctionnel d'une cellule, virgule, laquelle possède un patrimoine génétique, et vit dans un environnement. Laquelle possède un patrimoine génétique et cette cellule vit dans un environnement. Laquelle possède un patrimoine génétique et cette cellule vit dans un environnement. Point à la ligne. La cellule est une unité cellulaire fonctionnelle. La cellule est une unité cellulaire fonctionnelle. La cellule, alors, c'est ce que l'on appelle le métabolisme. Il représente le côté fonctionnel d'une cellule, laquelle possède un patrimoine génétique, et cette cellule vit dans un environnement. La cellule est une unité cellulaire fonctionnelle, et donc au final, virgule,
la cellule est une unité structurale et fonctionnelle. Et donc, au final, virgule, la cellule est une unité structurale et fonctionnelle. Alors, vous allez souligner les mots suivants. Alors, tout en haut de votre texte, là, c'est marqué, vous avez marqué unité chimique du vivant. Voilà, vous soulignez unité chimique du vivant. Un petit peu plus bas, vous avez marqué organes, cellules, molécules. Organes, cellules, molécules. Et encore un petit peu plus bas, unité cellulaire structurale. Ensuite, plus bas, métabolisme. Métabolisme. Un petit peu plus loin, fonctionnel. Fonctionnel. Patrimoine génétique. Patrimoine génétique. Environnement. Environnement. Un petit peu plus loin, enfin plus bas, unité cellulaire fonctionnelle. Unité cellulaire fonctionnelle. Et plus bas, vous encadrez, la cellule est une unité structurale et fonctionnelle. La cellule est une unité structurale et fonctionnelle, ça vous encadrez. Alors, vous sautez une ligne et vous marquez problématique. Problématique. Donc, à la suite de tout ce qu'on vient de voir, on peut poser la problématique suivante. Le métabolisme dépend-il du patrimoine génétique et de l'environnement? Le métabolisme dépend-il du patrimoine génétique et de l'environnement? Le métabolisme dépend-il du patrimoine génétique et de l'environnement? Point d'interrogation. Stop. Attends, tu vas parler après. Le métabolisme dépend-il du patrimoine génétique et de l'environnement? Merci.